les parents, donc quand ils se posent la question de quel est leur style éducatif, franchement, ils vont dire oh, je sais pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est être efficace et que ce soit approprié, que mes enfants se sentent bien. La plupart du temps, c'est ce que disent les parents. Alors, les 4 différents styles qu'on va distinguer, donc AVS avec Philippe Robichon. C'est à votre santé, à tous. Bon matin. Bon matin, bon matin, Philippe. Bon matin, nos auditeurs et auditrices. Parce que Karima est avec nous. Karima Chalibaou. Oui, je suis là. Aujourd'hui, en cette belle journée ensoleillée, Philippe. Bien. Alors, je sais pas ce qui s'est passé là aujourd'hui. Oui. Comment on a. Voilà, j'ai perdu mes textes. Ah. Ben ouais. Je sais pas, l'ordinateur a bugué, Mona a cassé l'ordinateur, donc j'ai perdu mes textes. Alors on va parler du style parental et on va vous poser une question ce matin. Quel type de parent êtes-vous? D'ailleurs, le savez vous-même? Absolument. Quel type de parent? Quel est votre style éducatif? Êtes-vous plutôt un parent autoritaire? Êtes-vous plutôt un parent permissif? En fait, c'est des catégories qui ont été des profils en fait des styles éducatifs, des styles de parents qui ont été établis. Donc, c'est des études américaines qui ont montré en fait les différents types, donc sur un échantillon sur certaines familles et de leur manière en fait d'accompagner les enfants et du cadre en fait qui est apporté. Vous savez qu'en ce moment il y a beaucoup. Alors là c'est un vrai succès. Exactement. Beaucoup de débats sur la parentalité positive, la parentalité bienveillante. Est-ce qu'il faudrait retourner à plus d'autorité, voire de l'autoritarisme, etc. Donc comment on fait tout ça, comment font les parents? Parce que ce qui est important ici, c'est pas toutes ces disputes de chapelle, toutes ces disputes de courant et de mouvement, mais c'est simplement de donner en fait des clés de compréhension et surtout aussi des outils aux parents pour qu'ils puissent vraiment être les parents qu'ils souhaitent être et ceux qui veulent devenir. Et aussi par rapport à l'éducation de leurs enfants et de leurs enfants, ce qu'ils veulent en faire en fait. De ces jeunes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir et quels adultes vont-ils devenir? Voilà, c'est surtout ça. Mais est-ce que les parents savent obligatoirement quel est leur style parental? Non, ils ne le savent pas. En fait, souvent, ils n'en ont même pas conscience. Non, mais ils ne pensent même pas que ça existe. La plupart du temps, Philippe, les questions que me posent beaucoup les parents, c'est surtout, par exemple, sur le projet éducatif. Pour éduquer nos enfants, de quoi avons-nous besoin? Bien sûr, un cadre. On ne peut pas ne pas avoir de cadre. Et j'avais une discussion hier dans une séance. Et j'ai trouvé ça très très intéressant avec cette dame, et elle me disait moi je veux être libre, je veux me sentir libre et je veux plus de cadre, plus de... Je lui dis oui, de toute façon on ne peut pas évoluer sans cadre. Même quand on dit qu'il n'y a pas de cadre, le cadre qu'il n'y a pas de cadre est un cadre. Voilà, je ne sais pas si c'est de bon matin, elle a commencé avec ça. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Moi, je suis OK avec ça. Bon. Et de dire que le fait de dire qu'il n'y a pas de cadre est aussi un cadre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas évoluer sans cadre. On est toujours dans un contexte, on est toujours dans un environnement avec des idées, avec des pensées, une manière d'agir, une manière de penser et puis des ressentis aussi. Donc, quand on parle de les parents, donc quand ils se posent la question de quel est leur style éducatif, franchement, ils vont dire oh, je sais pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est être efficace et que ce soit approprié, que mes enfants se sentent bien. La plupart du temps, c'est ce que disent les parents. Maintenant, toutes ces études qui ont été faites, vous savez, on a répertorié, c'était en 1923, il me semble, si je regarde bien mes chiffres, mais c'est en 1923 où on a posé en fait ces premières catégories de classification en fait des styles parentaux. Donc le style autoritaire qu'on connaît très bien. Alors on va d'abord, il y en a 4. Oui, 4 il y en a 4. plus 2. Alors, quels sont les 4 différents styles les 4, attendez que je le retrouve, voilà, les 4 différents styles qu'on va distinguer. Donc, il y a, on imagine, vous pouvez aller même sur, les parents peuvent aller sur le net et trouver un tableau qui montre bien, en fait, les deux, la verticale et à l'horizontale, je vais y arriver. Donc, il y a les deux directions. Les deux directions, il y a très strict et il y a ces 2 critères. Le fait d'être strict et le fait d'être à l'écoute. D'accord? Donc, d'être très strict. Donc, là-dedans, on a le style autoritaire, très, très autoritaire et qui est très peu à l'écoute. Et c'est des parents qui sont très dans le contrôle, très contrôlants, très avec leurs enfants qui, vraiment, ils veulent tout maîtriser, ils veulent tout connaître. Et donc, finalement,
la question de l'autonomie se pose ici et la question aussi de la liberté d'agir et du pouvoir d'agir de l'enfant. Pour certains âges, c'est quand même un peu compliqué si on est trop autoritaire. D'accord ? Donc là, et le parent, il n'est pas très démonstratif au niveau de la chaleur, en fait, de la chaleur, du soutien et de l'affection. Ensuite, vous avez le deuxième style, qui est le parent permissif. Donc, c'est l'opposé. On a les deux opposés. Donc, le très autoritaire, le style autoritaire, et le style permissif. C'est-à-dire qu'on va trouver de la chaleur au niveau affectif, mais au niveau du cadre, c'est... Mais permissif, est-ce que c'est un parent qui laisse tout faire à ses enfants ? C'est le parent qui laisse tout faire, et généralement, le profil un peu de ces parents-là, c'est le parent qui a peut-être vécu une enfance difficile ou avec des parents très autoritaires et qui disent, nous on entend souvent cette phrase, je ne ferai pas comme mes parents, moi je ne serai pas comme mes parents, je vais laisser faire mon enfant, ce pouvoir d'agir, cette liberté d'agir, cette curiosité naturelle, cet émerveillement, de le laisser en fait faire ses propres expériences. D'accord ? Donc on ne pose pas de cadre dans ce style-là, dans ce style permissif. Et puis vous avez le troisième, et c'est celui qui nous intéresse nous en fait, c'est le style démocratique. On l'appelle aussi le style un peu... C'est de là que s'inspire en fait toute la psychologie positive, en tout cas du parent bienveillant, et de l'éducation positive, du style démocratique. C'est-à-dire écoute et communication, l'accueil des émotions, on laisse l'enfant faire ses expériences, on est plutôt vraiment dans un partage et plutôt démocratique, quoi. C'est-à-dire que l'enfant, il a le droit au chapitre, il peut exprimer ses ressentis, il peut... Ouais, ça me fait penser un peu à la démocratie participative, un peu. Oui, exactement, la démocratie participative. Généralement... Alors, moi, à un moment donné, Philippe, je vais faire un petit aveu là, à nos auditeurs et à vous. Je crois que peut-être je vous l'ai déjà dit, quand on se parle du chat par matin. C'est mieux si vous ne le répétez. On va le partager avec nos auditeurs et auditrices. Moi, j'étais très... Moi, je faisais partie des parents qui disaient, non, à la maison, c'est pas la démocratie, c'est la dictature. Je disais la dictature ou la monarchie. Au début, je disais la dictature et après, j'ai évolué vers la monarchie. Et puis là, maintenant, je dis non, c'est pas ça. Vraiment. Donc, je fais un aveu. Moi, je suis une repentie de la dictature et de la monarchie, et de dire non, quand même, parce que l'enfant, quand même, c'est important. On peut pas se dispenser de toutes les connaissances, de tout ce qu'on a découvert sur le cerveau de l'enfant. On peut pas se dispenser de tout ça, de voir parce que dans le style de parent, il y a aussi, et on avait fait une émission une fois là-dessus, sur aussi les styles d'apprentissage. Je pense que ça va ensemble, ces choses-là. C'est quel parent êtes-vous et quel apprenant êtes-vous. Votre enfant, il apprend auprès de vous. Il apprend à se connaître, il apprend à se développer, il apprend les valeurs que vous lui transmettez, il apprend du savoir, il apprend un savoir-être, il apprend un savoir-faire aussi. Donc, de ne pas lui permettre d'être qui il est, et c'est ça, quand on est trop autoritaire ou permissif, on ne permet pas à l'enfant de se découvrir et à être qui il est. C'est pour ça que le style démocratique est plus propice à l'expression de l'être. À l'expression de qui vous êtes. Ça veut dire que ce serait le style de parent idéal ? Je mets des guillemets. Oui, on va mettre les guillemets parce que de parent idéal, le plus propice au développement de l'enfant. Voilà, le plus propice au développement de l'enfant, le plus à l'écoute des besoins, le plus épanouissant aussi. C'est vraiment, on va dire comme ça, le plus propice pour que tout le monde s'y retrouve. Parce que l'autoritaire, quand on est trop dans l'autorité, il en faut. Il en faut. D'accord ? Moi, je le redis, l'autorité, il faut de la discipline. D'accord ? Parce qu'on ne peut pas développer notre art, on ne peut pas développer nos compétences, on ne peut pas développer qui on est si on n'a pas une discipline. On regarde n'importe quelle matière, n'importe quel thème, il y a toujours une discipline. C'est pas je fais comme je veux ou c'est le comment on appelle ça ? Il y a un mot. Je sais, je vais peut-être le retrouver. C'est un peu la foire, quoi. C'est-à-dire on fait tout et n'importe quoi, et puis selon ses envies, selon l'état d'esprit du moment, selon le. Non, il y a une certaine discipline. Surtout si on veut se voir évoluer, si on veut apprendre, on a besoin d'une discipline. Et il y a certaines choses. Tout à l'heure, avant de commencer l'émission, Philippe, on parlait tous les deux de frustration, de comment on gère la frustration et comment aider nos enfants à gérer cette frustration. Moi, je pense que la frustration elle est nécessaire. Alors, je vous dis ça parce que c'est un sujet qui est
qui est devenu très à la mode aujourd'hui. Oui. C'est qu'en fait, l'éducation positive telle qu'elle est prônée aujourd'hui empêcherait les enfants de gérer leur frustration. Et oui. donc, ça, c'est parce qu'il y a des travers et il y a des dérives. Parce que beaucoup de parents, et je dis beaucoup, parce que moi, quand je les reçois, c'est ce qu'ils me disent, ils pensent que l'éducation positive, c'est les bisounours. Ils pensent que l'éducation positive, c'est on gronde plus, on montre plus sa colère. Non, c'est pas ça. L'éducation positive, c'est quoi ? C'est créer les conditions adaptées et appropriées pour le développement du cerveau de notre enfant. Et le cerveau, il a différentes parties. Il y a le cerveau reptilien, le cerveau émotionnel et le cerveau cognitif. Et on a besoin de développer les trois. D'accord ? Créer un cadre de sécurité pour cet enfant, pour qu'il puisse se développer, faire ses expériences. La sécurité avant tout. Et c'est le cadre, la protection avant tout. J'ai besoin d'installer tout ça. Si mon enfant se sent menacé, ne se sent pas protégé, je ne peux pas l'aider à grandir. Je ne peux pas l'aider à développer l'autonomie. Je ne peux pas l'aider à développer la frustration qui va lui permettre d'avancer dans les apprentissages, de développer son potentiel. C'est quand l'enfant est frustré. Moi, j'aime beaucoup, moi quand j'observe les enfants, quand je les reçois, des fois je leur donne des petits casse-têtes comme ça. Juste pour les observer, pour voir comment est-ce qu'ils gèrent la frustration. Est-ce qu'il va prendre l'objet et le jeter à travers le bureau ou me le jeter à la figure ? Moi, j'ai reçu des petits-enfants de l'âge de 3 ans, 4 ans, qui, au moment où je leur dis, parce qu'on passe un bon moment ensemble, et qu'au moment de partir, quand je dis, ça y est, la séance est terminée, on va se revoir, et bien, vous savez ce qu'ils me font, Philippe ? Ça ne m'est pas arrivé qu'une seule fois. Ils me crachent au visage. Oui, Fatima, il me crache au visage. Ça m'est déjà arrivé. Alors, le parent outré et tout, je dis non. C'est des lamas. C'est des enfants lamas. De 2-3 ans, un peu plus, 3 ans, 4 ans, parce qu'ils sont à l'âge de l'apprendre, cette frustration. Et qui me dit non, et qui pleure, et je regarde la réaction des parents. Comment ils gèrent ça ? Bon, tout de suite, c'est soit la punition, soit ce que tu as fait, c'est pas bien. Oui, on le sait que c'est pas bien ce que tu as fait. On crache pas au visage des gens. On ne mord pas les gens, on leur arrache pas leurs vêtements ou il m'est arrivé des choses comme ça où ils frappent. C'est leur manière, parce qu'ils n'ont pas encore les mots, leur cerveau n'est pas arrivé encore à maturité pour faire agir le cognitif, le côté cognitif qui va analyser la situation et dire ok, on a passé un bon moment ensemble, il est temps de se quitter, et pour se quitter, maman, papa m'a appris à me séparer, à quitter. Donc cette notion de plaisir, j'étais dans le plaisir va s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer ? Donc l'enfant, on lui apprend. Donc au lieu de lui gronder, de le frapper, de le punir, de lui dire va dans ta chambre, file, va au coin, ce que tu as fait, ça se fait pas. Oui, on le sait que ce qu'il a fait, ça se fait pas. Mais comment on l'accompagne ? C'est ça l'éducation positive. C'est accompagner l'émotion de nos enfants dans un cadre, une discipline, une manière d'agir, une manière de faire. Les émotions sont légitimes, les comportements ne le sont pas tous. Certains comportements ne sont pas légitimes. C'est pas parce que je suis en colère que je te crache au visage, que ça me donne le droit de te cracher au visage. Ce n'est pas parce que je suis frustrée que ça veut dire que j'ai le droit de me rouler par terre ou de faire n'importe quoi. C'est ça que ça veut dire. Alors, revenons, Karima, au style d'éducation et au style parental de chacun d'entre nous. Est-ce que c'est un héritage ou c'est quelque chose qu'on décide ? Finalement, on va dire, voilà, je vais être plutôt autoritaire, je vais être plutôt permissif, je vais plutôt être démocratique. Non, alors, il y a les deux, Philippe. Il y a parce qu'on est le produit de notre histoire. D'accord ? Moi j'aime bien cette phrase, d'où tu viens, du pays de mon enfance. Qu'est-ce que toi, tu as vécu ? Quel était ton lien avec tes parents ? Quel était le style éducatif aussi de tes parents ? Et bien sûr, on est imprégné, on est pétri de ce que nous avons vécu étant enfant. Et donc, étant enfant, bien sûr, je le décide. Quel genre de parent je veux être ? Moi, quand j'ai décidé d'être parent, je me suis dit, ok, quel parent je veux être et comment je veux éduquer mon enfant. Donc c'est bien sûr, vous allez prendre une feuille de papier, vous allez dire tiens, j'ai envie de transmettre ça, donc ça c'est très joli quand on fait ça, parce qu'après quand l'enfant arrive, ça c'est une autre paire de manches. Et dans la vraie vie, ça se passe autrement, parce que votre petit bout de chou, quand il fait pas ses nuits, quand il commence à se rebeller, quand il commence à faire ses explorations, quand il n'acquiesce pas à tout ce que vous dites, qu'il commence à exprimer son individualité, quand il commence à exprimer sa propre volonté, son propre désir, d'accord, mon désir et le désir de mon enfant, quand ça ne matche pas, on fait comment ? Donc,
on fait comme faisaient nos parents. Exactement, c'est là où le patriarche, la en situation de stress. Exactement, il y a le grand-père qui surgit, la grand-mère qui surgit. C'est comme ça qu'on réagit. Ouais. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faut être déjà s'observer soi-même, faire un plan. Moi je suis pour faire des plans, de dire voilà, ce que je veux transmettre par rapport à vos valeurs. Parce qu'en fait, quand on parle de cadre, de quel cadre on parle? On parle de cadre de vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants? D'accord? Donc moi je parle souvent des 4 axes qu'il faut respecter quand on travaille sur son projet éducatif. Il y a l'axe essentialiste dans le sens de les valeurs que je veux transmettre et que je dois incarner pour les faire vivre au sein de mon foyer. Ça, c'est le premier axe. D'accord? Par exemple, si moi je suis par exemple une personne non violente, je lutte contre les violences, quelles qu'elles soient. Et donc, dans mon projet éducatif, j'ai intégré la non-violence dans la communication, dans le comportement, dans mes pensées, c'est-à-dire qu'elle se décline à tous les niveaux. La non-violence, donc l'axe essentialiste. Le deuxième axe, c'est qu'est-ce que je veux transmettre, l'axe du savoir. Qu'est-ce que je veux transmettre comme savoir intellectuel à mes enfants, comme connaissance. Donc, ce qui va faire la culture, les sortir, les musées, tout ce qui est culture générale, civilisation, tout. Voilà, à ce niveau-là, le savoir. Le troisième axe, c'est l'axe de la transmission. Qu'est-ce que je veux leur transmettre en termes de vous savez, le don. Vous savez, moi, dans ma famille, il y a des bagues. J'adore les bagues. Les bagues qui se transmettent de mère en fille. Donc, c'est l'axe patrimonial. C'est-à-dire, au niveau du patrimoine, qu'est-ce que je veux transmettre comme matériel à mes enfants. D'accord? Je leur laisse quelque chose. OK? Donc, ces axes-là, on a besoin de les installer dans notre projet éducatif pour vraiment déployer le genre que vous êtes, le genre de parent que vous êtes. Et on vous pose une question ce matin. Quel est votre style parental avec Karima Chadibaou? Alors, on rappelle qu'il existe 4 principaux styles parentaux. Oui. Le style démocratique, le style autoritaire, le style permissif et le style désengagé. Et puis, on ajoute à ça deux autres types. Oui. Voilà. Oui, le parent perfectionniste, il va un petit peu avec, je trouve, l'autoritaire, je pense. Et le parent, en fait, le dernier, on a dit surprotecteur. Voilà, ouais. C'était ça que je cherchais. Le surprotecteur, oui, qui ne laisse... Et on en voit beaucoup en ce moment. Je pense que notre société crée beaucoup de ce style de parents-là. Surprotecteur, parce que on est plus conscient, on en parlait au début d'émission, de notre histoire aussi. Qu'est-ce qui fait que je vais m'engager plus dans un style éducatif ou dans un style parental, justement, plus celui-là que l'autre, qu'aucun autre? C'est aussi par rapport à mon histoire, et par rapport à ce que j'ai vécu, les situations de blessures émotionnelles, de ce que j'ai pu vivre. Donc du coup, on se dit, je ne veux pas faire vivre ça à mes enfants. Et donc du coup, on se retrouve à surprotéger nos enfants et à devenir aussi hyper contrôlant. Et donc la surprotection, le seul parent hélicoptère, vous savez, on l'appelle comme ça, qui gère tout, qui s'occupe de tout, qui tourne autour de son enfant comme un hélicoptère, comme la surveillance, quoi. Je contrôle, je maîtrise et je l'empêche en fait de s'épanouir et de se développer. À noter qu'on peut être chacun de tous les styles qu'on a vus ce matin. Oui. On peut être un petit peu de tout. Mais moi je pense, Philippe, qu'il faut de tout. Ouais. Il faut de tout. Le désengagé, je suis pas d'accord, parce que celui-là, je pense que ce style de parent-là... Désengagé, c'est le parent qui dit « fais ce que tu veux ». Qui fait ce que tu veux, il n'y a pas de chaleur affective, il n'y a pas de soutien, il y a comme un peu de l'indifférence en fait, une espèce d'indifférence. Et celui-là, moi, de mon point de vue, je pense que c'est problématique. C'est que soit le parent, il y a des choses qu'il n'a pas réglées et qu'il doit régler, qu'il doit gérer, et que donc l'enfant, ça crée même un lien d'attachement, parce que ça va nous amener au lien d'attachement. Au lien d'attachement, c'est quel type de lien je vais tisser plus tard, comment je vais rentrer en relation avec les autres, avec mes pairs, toutes ces compétences psychosociales. Eh bien, l'enfant, ça va installer un lien insécure. C'est-à-dire un parent qui ne s'occupe pas de moi, qui va... parce qu'il manque de confiance en lui, ou parce qu'il est mal à l'aise, ou parce qu'il ne sait pas faire tout simplement, ou parce que ça ne lui traverse même pas l'esprit, ou parce que son esprit est focalisé sur autre chose, voire un état de dépression, de dépressif. Donc il va falloir à ce moment-là consulter et se faire aider. Voilà, parce que du coup, ça crée en fait chez l'enfant un enfant en fait... Alors, on peut avoir deux cas de figure. Soit, si l'enfant il est soumis, il est dans un tempérament plutôt soumis, il va voir le parent, donc il va dire ok, c'est comme ça, donc il va développer une certaine résilience, d'accord, de dire bon, c'est comme ça, et il va devenir un peu après le parent de son parent,
C'est un enfant qui devient parentifié en général. D'accord ? Je ne veux pas faire de règles là-dessus, mais la plupart du temps, c'est ce que j'ai pu observer. Si on a affaire à un enfant qui est plutôt rebelle, quand je dis rebelle, c'est-à-dire qui s'oppose, qui est plutôt dans une rébellion, il lutte contre le cadre, il lutte contre ce cadre qui est de désengagement, justement. Lui aussi va développer une résilience, mais il va plutôt se développer par opposition. C'est-à-dire qu'il va lutter, en fait. Il ne va pas se construire dans de dire, OK, la situation, elle est comme ça. Je vais développer mes compétences donc à l'extérieur, chercher mes ressources à l'extérieur. Il va vraiment se construire par opposition. Je ne veux pas ressembler à ça. Je ne veux pas être comme mon parent. Donc, du coup, il va aller chercher des repères ailleurs et se construire en opposition à ses parents. Et généralement, quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence, c'est un peu perturbant. D'accord ? Donc, le parent désengagé, ce style désengagé, faut faire attention. Donc, attention... Là, on est en train de poser des étiquettes. Comme toute grille de lecture, elle nous aide à avoir une lecture. Mais ne posez pas une étiquette en vous disant « moi, je suis autoritaire, moi, je suis démocratique, moi, je suis désengagé ou je suis permissif ». C'est regarder dans certaines situations. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il est important de prendre un peu de tout. Parce que nos enfants, on est des êtres vivants, on évolue, on bouge, nos contextes, notre environnement change et il évolue. Et donc, on va faire ce qui est efficace et approprié. Alors, vous allez me dire, être autoritaire, c'est efficace. Oui, mais est-ce que c'est approprié ? Donc, ces deux facteurs-là, l'efficacité et le fait que ce soit approprié, mettez-les ensemble, c'est important. Vous pouvez réagir au 01 53 48 3000 si peut-être que vous êtes reconnu dans les descriptions des styles parentaux des parents que nous évoquons ce matin. Peut-être dites-nous quel est votre style parental, tout en sachant qu'au fil de la vie, on évolue, que ce sont les parents qui font les enfants, mais c'est aussi souvent les enfants qui font les parents, et qu'on peut être dans un style parental pour ses premiers, et puis complètement changer au fil et au cours du nombre d'enfants. Oui, au cours du nombre d'enfants, et puis aussi notre environnement, on parlait du contexte. Il peut aussi nous pousser à aller plus vers un style, par exemple. Si vous êtes plutôt du style démocratique, vous êtes à l'écoute, vous êtes chaleureux, vous êtes empathique, vous écoutez les besoins de votre enfant, vous lui demandez son avis quand il veut faire telle ou telle chose. Et que là, c'est le contexte à la maison. Quand vous êtes au contexte supermarché et que vous avez les yeux qui vous regardent, des gens autour de vous, et que vous avez votre enfant qui veut absolument que vous lui achetez le dernier Action Man ou le dernier jeu, la dernière console ou je sais pas quoi, et que du coup, sous la pression du regard des autres et cette pression sociale, vous risquez de devenir un parent autoritaire. Alors Karim est avec nous au 01 53 48 3000. Karim, bienvenue. Karim nous a mis la musique. Ou nous a peut-être mis en double appel. Alors on a Adèle qui est avec nous. Bienvenue Adèle. Bien, merci Philippe, merci à la dame qui est avec vous, parce que je suis venu à la moitié. Oui. Madame Karima. Bonjour Adèle. Voilà, merci, j'ai oublié son prénom, en plus je l'entends à chaque fois sur BRF. Bon, alors vous êtes quel style de parent, vous Adèle ? Franchement Philippe, moi je suis les deux. C'est mitigé. J'ai deux enfants. Le premier, il a 3 ans et demi. Et ma petite fille, elle en a... Ce mois-ci, elle va faire ses 1 an. Ah oui, d'accord. Oui. Ils sont encore jeunes. Oui. Et c'est deux mondes différents. Je ne vais pas vous mentir. Entre le garçon et la fille, c'est deux mondes différents. Ben oui. Mais là, quand vous dites... Oui, mais quand vous dites, vous, que vous êtes différents en fonction de l'un et de l'autre, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre style parental avec votre petite fille et avec votre petit garçon ? Je vais pas vous mentir Philippe, c'est leur personnalité. Moi je leur laisse libre choix à leur personnalité. J'ai mon garçon qui est têtu. Qui est têtu comme pas possible. Alors que la petite, elle est beaucoup plus calme. Mais je fais aucune différence à leur éducation. Ça c'est qui est sûr. Je fais aucune différence. Du coup, si je serre trop, il commence à être plus sage, plus calme.
Et dès que je lui laisse un petit peu la corde, elle commence à s'en aller un petit peu, il commence à sa rébellion. Et c'est toujours ceci. Alors, j'ai une question, Adèle, qui n'a rien à voir avec ce que vous dites. Est-ce que vous avez des animaux autour de vous, là ? Pas du tout. Ah bon, d'accord. J'attendais quelqu'un qui grognait, oui, c'est pour ça. Bon. Alors, non, pas du tout. Parce que là, je suis sur mon camion. Peut-être c'est le bruit. C'est le camion qui grogne. C'est le camion qui grogne, Adèle. Non, c'est juste le camion. J'en suis sûr, c'est le camion. Alors déjà dans ce que dit Adèle, Karima, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, comme style parental ? Alors, moi, j'ai l'impression que Adèle, et vous allez me dire si c'est ça, qu'en fait, vous vous adaptez, vous avez une certaine flexibilité, vous adaptez par rapport à vos enfants. Donc déjà, la fille et le garçon, c'est deux êtres différents, bien sûr, il ne faut pas les comparer, que chacun a aussi son tempérament. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, Adèle, c'est par rapport aux attentes. C'est quoi vos attentes vis-à-vis de votre garçon et vos attentes vis-à-vis de votre fille ? Et quand vous dites... je le laisse faire, voilà, je l'écoute, et je le laisse faire. Et quand je lâche la corde, ça veut dire que déjà, il y a le présupposé que vous tenez quelque chose, vous tenez une corde, et c'est quoi cette corde ? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Et c'est quoi ces attentes que vous avez vis-à-vis de votre petit garçon ? C'est la question que j'ai envie de vous poser. C'est vraiment bien résumé ce que j'ai dit. Franchement, chapeau. La corde, c'est être sévère. Ouais. Quand je vois qu'il commence à faire sa rébellion, dès que je suis un petit peu sévère avec lui, c'est bon. Il redevient calme, sage comme une image, aucun souci. Et il m'écoute, il me dit oui, papa il a dit ça, je fais pas ça, je fais pas ci. D'accord. Mais dès que il a, je sais pas comment dire ceci, mais dès qu'ils se sont plus libres, là, c'est une rébellion. Oui, en fait, alors, je vais reformuler. Au niveau de sa maman. Oui. Quand je suis à la maison, c'est presque zéro bêtise. Oui. Et quand je suis pas, c'est... Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ouais, oui. Il faut lui laisser quand même une marge de manœuvre à ce petit garçon. Hein. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous rappelez le cadre. C'est rappeler le cadre à l'enfant, donc il peut faire tout ce qu'il veut. Parce que là, vous savez, avec tous les débats que l'on peut avoir, quand on parle de sévérité, on dit attention. Moi, je dis que c'est pas un gros mot. Vous pouvez être sévère dans le sens où vous rappelez le cadre. Vous rappelez à votre petit garçon, voilà, tes expériences que tu peux faire, les comportements, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, ce qui est approprié, ce qui n'est pas approprié. Et que il est en train de grandir, donc il a besoin de ce cadre qui le sécurise. Maintenant, peut-être que ce que j'ai envie de dire, pour pas que votre enfant se sente, quand vous parlez de cette sévérité, quand vous dites vous sage comme une image, parce que moi, vous savez, c'est une phrase qu'on utilisait avant très souvent, être sage comme une image, mais nos enfants, ce sont pas des images. Nos enfants, ce sont des êtres images vivants. Animées, ouais. Voilà. Ce sont des êtres vivants qui font des expériences, qui sont en train d'exprimer leur singularité, leur individualité, et d'accompagner ça, de faire un rappel. Quand je dis rappel à l'ordre, c'est-à-dire au cadre. Ça, tu peux le faire, ça, tu peux pas le faire. Et on explique pourquoi. Ça vous évite, vous, de rentrer dans une colère, par exemple, ou d'être complètement... de devenir dur et de basculer, parce qu'après, ce qui peut arriver, c'est de basculer dans la violence, quoi. Et c'est ça, moi, qui me fait peur. Quel est votre style parental, hein ? On rappelle qu'il existe 4 styles principaux. Donc, les parents démocratiques, autoritaires, permissifs, désengagés, auxquels on ajoute 2 autres styles. Le parent surprotecteur et le parent perfectionniste. Oui. Et on avait Adèle tout à l'heure, mais visiblement au sein du couple, on avait 2 styles parentaux qui étaient différents, et ça peut exister. Alors on a une question qui nous attend, qui est arrivée hors antenne, et je voulais juste qu'on accueille au standard, au 01 53 48 3000, Isman qui est avec nous. Bienvenue Isman. Oui, bonjour. Bonjour Isman. Bonjour Isman. Donc moi je vous écoute tous les matins, et là par rapport au sujet d'aujourd'hui, donc nous par exemple moi, mon mari, on est le côté des parents qui discutent. Démocratique, ouais. Voilà, je parle trop avec mes enfants depuis qu'ils étaient petits. Oui. Parce que mon mari, vous savez, il travaille à l'extérieur, donc moi j'ai pris l'intérieur, et donc je parle trop avec mes enfants, et j'essaye de pratiquer
comment je vais expliquer, je passe la confiance comme c'était avec mes parents. C'est pas l'interdit. Tu fais pas ça et stop. Tu fais pas ça parce que tu fais pas ça. Moi, c'est pour toi. Et je l'explique. Je parle pas. Donc mes enfants, ils sont grandis comme ça. Et par exemple, quand ils étaient petits, quand ils veulent quelque chose, c'est par exemple, ils veulent, l'âge de mon fils, c'était l'année où il y avait dessin animé Pokémon. Oui. Donc ils voulaient ça, et ils voulaient les jeux, la montre qui est connectée, tout ça. Et je lui dis à mon fils, je dis oui, tu veux ça, moi ça me dérange pas. Ton père il travaille pour ça, on peut te l'acheter. Par contre, est-ce que t'as fait pour l'avoir? Est-ce que t'as fait pour l'avoir? Est-ce que t'as fait ça, juste pour le faire aimer? Par exemple, je dis des petits, je dis, est-ce que t'as fait ta prière? Demain, si je vois que aujourd'hui c'était bien, demain on va l'acheter. Et on va pas l'acheter demain. Et après, je passe pas comme une maman qu'elle donne des... Non. Et après, une semaine après, 2 semaines après, et je discute avec mes enfants. Et surtout, chaque fois, je dis, moi, c'est la confiance. Est-ce que c'est pas une forme de chantage, hein, tout ça? Non, c'est pas du chantage. Non. Tu fais ça, tu auras ça, c'est pas du chantage. Non, pas du tout. C'est même, je vais dire, des fois, je vais dire ça, et après, si j'arrive pas à l'acheter, j'explique à mon fils pourquoi j'ai pas pu l'acheter ce mois-ci. Et le mois prochain, si j'arrive à l'acheter. Et par exemple, que je demande, et toujours je fais, moi avec mes enfants, qu'est-ce que je fais? Je parle de moi, et après toujours j'ai la confiance, et vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites pour vous, et si vous allez, ils peuvent mentir les enfants, ils peuvent nous dire non ça. Mais chaque fois je dis, oubliez pas que le Dieu il nous voit. Oui. Toujours ça. Toujours, ils ont grandi avec, il a 19 ans et 15 ans, et toujours ça. J'aimerais bien qu'on leur parlait. Aux deux là. Oui, franchement c'est. Ismahan, ça ressemble un petit peu quand même, hein, d'accord? Un petit peu quand même à du chantage, dans le sens où si tu fais ça, tu as ça. C'est-à-dire qu'il y a un échange en fait. Il y a beaucoup de parents qui font ça. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, bien sûr. Maintenant, il faut pas que ça devienne en fait une règle. C'est-à-dire le jour où il n'y a pas par exemple ce jeu, ce Pokémon, cette montre connectée pour différentes raisons qu'il n'y a pas, c'est comment va se sentir votre enfant. Il faut toujours mettre en fait de dire à votre enfant pour pas tomber justement basculer dans le chantage, si je te donne ça, parce que vous leur donnez en fait une occasion de vous manipuler et puis vous-même aussi de manipuler. Alors, quand je dis manipuler, c'est de la manipulation consentie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc, je parle pas de la manipulation perverse ou qui est mauvaise ou qui est. De toute façon, la communication, c'est de la manipulation. C'est pour installer un bien-être familial, un équilibre aussi familial. Mais attention, quand vous dites à votre enfant, surtout qu'à ces âges-là, quand ils sont petits, ils le comprennent pas tout de suite. Si je fais ça, je vais être sage comme une image. Donc, c'est quoi être sage? Pour maman, c'est ça, donc ça. Ah ben maman, tu me donnes mon cadeau, maman. Et donc du coup, c'est l'enfant va attendre. C'est comme une récompense en fait. Il y a rien de gratuit. Voilà, il y a rien de gratuit. Tandis que il y a juste une toute petite nuance à apporter. La petite nuance, ça va être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, tu vas devenir quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un et quelqu'un de bien. Voilà comment il agit, parce que qui est guidé par la bonté, qui est guidé par la générosité. Parce que moi, je pense qu'il faut vraiment faire revivre toutes ces valeurs humaines et qui sont importantes, qui font de nous une grande humanité. Et de ne pas se retrouver avec un enfant qui va chercher du matériel et dire tiens maman, j'ai fait ma prière. Moi je vois des situations comme celle-là où maman lui va dire si tu pries je te donnerai 1 euro. Ou si tu as des bonnes notes, comme on a vu le chantage aux bonnes notes, le chantage aux bonnes notes, mais finalement l'enfant perd le sens et la direction de pourquoi il fait ça. Et ça c'est une petite mise en garde en fait je donne aux parents qui nous écoutent. Merci Ismahan pour votre témoignage. Merci Ismahan. On prendra d'autres appels au 01 53 48 3000. Je voudrais qu'on réponde à une question qui nous est arrivée hors antenne, Karima. C'est une maman qui nous écoute et qui est une fidèle maman et qui nous demande, qui s'appelle Nour et qui nous dit: je suis une maman qui manque de confiance en soi, comment ne pas le transmettre à mes enfants, surtout pour mon fils qui vient d'avoir 18 ans et ma dernière fille de 13 ans. Merci. Donc, alors, une maman qui n'a pas confiance en elle, on avait fait une émission aussi là-dessus. De toute façon, c'est des thèmes qui reviennent et on reparlera encore une fois parce que c'est important et parce qu'on en a besoin. Une maman qui n'a pas confiance en elle
peut transmettre justement cette fébrilité en fait de manque de confiance en soi dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez, dans ce que donc surtout avec un enfant de 18 ans, c'est pas trop tard bien sûr pour lui transmettre de la confiance, mais de lui donner en fait. Alors moi c'est marrant parce que je pensais quand même que la confiance ça se transmettait un peu plus tôt quand même. Karima. Oui, mais ça se transmet. Oui, bien sûr, mais ça se dans transmet les apprentissages, dans le fait d'oser faire les choses. Voilà, dans les tâches qu'on va lui donner à faire, dans la prise d'autonomie, sur les chemins de l'autonomie, de lui dire que je te fais confiance, même si vous, maman, vous n'êtes pas. Vous, à l'intérieur de vous, ça tremble un petit peu, vous n'êtes pas très à l'aise. C'est pas parce que vous manquez de confiance en vous que ça veut dire obligatoirement que vous transmettez de ce manque de confiance à votre enfant. D'accord ? C'est pas une règle en fait. On le transmet peut-être pas, mais quand on n'a pas confiance en soi, c'est difficile d'avoir confiance aux autres. Oui, mais Philippe, la confiance en soi, elle a 4 piliers. Il y a la confiance intérieure, c'est-à-dire l'estime que j'ai de moi-même, le fait que je mérite telle chose, que j'ai de la valeur. C'est ma valeur personnelle, la confiance intérieure. Il y a la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi ? C'est que je sais que je suis capable d'être et de faire. Il y a les 2 dimensions, être et faire. Il y a la confiance en mes capacités. Je sais que je suis capable de faire telle chose et d'aller au bout de cette chose-là. D'accord ? Et le 4e pilier, c'est la confiance sociale. Est-ce que j'ai confiance en les autres ? Donc, la confiance en soi, on l'évalue avec ces 4 piliers-là. Et donc, quand on parle, moi, souvent, quand on me dit « oui, j'ai pas confiance en moi », mais de quelle confiance on parle ? Confiance en les autres. Et souvent, le parent, il a confiance en son enfant, il a confiance en lui, mais il n'a pas confiance en les autres. Je te laisse pas conduire, je t'achète pas une mobilette, ou un scooter, un DAF. Je ne te laisse pas sortir ce soir. Ou je te laisse pas sortir ce soir parce que j'ai pas confiance en les autres. Je sais pas qui tu peux rencontrer, qui tu peux. Vous voyez, donc, développer, déjà, moi je pense que l'authenticité, c'est aussi une merveilleuse clé de dire à son enfant, oui, peut-être, surtout à ces âges-là, 18 et 13 ans, ils sont très lucides. Et dire, ok, peut-être que tu vois ta maman qui n'a pas très confiance en elle, mais ça ne t'empêche pas, toi, d'avoir confiance. Et moi, j'ai confiance en toi et je sais que tu vas faire les bons choix. Et je sais que tu vas choisir ce qui est important pour toi. Et je sais que tu vas savoir être... d'avoir du discernement et avoir cet esprit critique de bien comprendre les choses et de bien les analyser, d'accord ? Et c'est pas parce que j'ai pas confiance en moi que forcément je m'y prends comme une patate pour éduquer mes enfants. Non, c'est pas une règle. C'est pas une règle. Bon, ce que vous dites, c'est que finalement le manque de confiance en soi ne se transmet pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous me connaissez, Philippe, j'aime pas faire des règles. Il peut, dans certaines situations, ça va dépendre du tempérament, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de l'environnement social, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais c'est pas parce que je suis un parent qui n'a pas confiance en lui que ça veut dire que je vais avoir automatiquement des enfants qui n'ont pas confiance en eux. Au contraire, des fois, moi, je vois des situations où la mère est toute fébrile, la mère ou le père, beaucoup de mères, fébrile, mal à l'aise et qui n'y arrive pas dans ses relations avec les autres, mais un enfant qui au contraire prend les choses en main, et ça va dépendre du tempérament de cet enfant. Et il va prendre les choses en main, il va dire maman t'inquiète pas, je suis là, ça va aller, ça va. Et puis on le voit, c'est lui qui réconforte la maman. C'est lui qui rassure la maman, c'est lui qui apporte la sécurité nécessaire. Vous disiez, à ce moment-là, ils deviennent parents de leurs parents. Ils deviennent parents de leurs parents. Oui, c'est l'exemple que vous donniez tout à l'heure. Oui. C'est pas dérangeant que l'enfant devienne le parent parce qu'il développe cette empathie naturelle et il développe le soutenir ce lien social avec ses parents, le soutien pour ses parents. Ça, c'est pas mauvais. Ça devient mauvais à partir du moment où l'enfant, il est tout le temps sollicité. Et là, après, ça devient pathologique parce qu'on l'empêche de vivre. Il devient adulte trop tôt et trop vite. Alors, on arrive à la fin de l'émission, mais je voulais qu'on donne la parole à Faiza qui nous a rejoint. Faiza, ou pas ? Bonjour Faiza. Ah, Faiza. Ah, c'est pas Faiza. Oui, Faiza. Alors, on vous écoute, Faiza. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je voulais intervenir sur le sujet de manque de confiance. Oui. Alors, moi, j'ai un grand manque de confiance en moi, mais par contre, je fais tout pour ne pas le transmettre à mes enfants. J'ai 2 filles de 14 et 16 ans. Et pour leur montrer le bon exemple, à l'âge de 56 ans, j'ai fait une formation pour évoluer dans mon travail. Et je leur dis toujours que j'ai pas confiance en moi.
Mais surtout il ne faut pas qu'ils me prennent pour exemple. Vous savez, le cerveau ne comprend pas la négation. Hein. Quand vous dites à quelqu'un ne me prenez pas comme exemple, il vous prend comme exemple, hein, souvent. Oui, je sais. La maman, d'ailleurs, les parents, c'est les premiers exemples des enfants. Ah oui. Mais j'essaie de les encourager tout le temps et de les mettre, de mettre leurs désirs et leurs souhaits en avant et les pousser pour qu'ils réussissent et que justement pour éviter qu'il y ait ce manque de confiance en elles. J'ai la petite qui me ressemble un petit peu, mais on pousse, on donne les moyens justement pour qu'elle n'ait pas ce manque de confiance en elle. Et c'est comme ça. De toute façon, il n'y a pas autre chose. Les enfants, on est leur exemple, les parents. Exactement. Et si on a confiance un manque de confiance en nous, ils le sentent. Et on va, par contre, c'est à nous de mettre les moyens pour éviter ça pour les enfants. Oui. C'est ce qui me semble le plus correct. Exactement. Et puis ne pas oublier que nos enfants apprennent aussi par l'imprégnation. Si vous mettez beaucoup d'énergie à cacher ou à ne pas montrer votre manque de confiance, l'enfant il va le ressentir parce qu'il va sentir tous les efforts que vous faites pour cacher votre manque de confiance. Mais si, comme je disais tout à l'heure, vous restez authentique en disant oui, comme pour les émotions, de dire un enfant il a besoin de voir son parent aussi qui a peur, son parent qui est en colère, son parent qui exprime des émotions. Un parent c'est pas un truc qui est figé. Il est traversé aussi par des émotions. C'est pas quelqu'un de parfait, comme vous dites souvent. Exactement, c'est pas quelqu'un de parfait. On est des humains, on est des êtres humains. Exactement, et montrer votre humanité. Et de dire, maman, tu sais, elle n'a pas très confiance en elle, elle a une formation, il faut que je parle en public, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et de dire, je suis pas très à l'aise avec ça, mais voilà, je vais me donner les moyens, je vais faire tel exercice pour pouvoir y arriver. Et vos enfants, quand ils voient le parent, comment il se dépasse, comment il arrive à dépasser ses obstacles personnels et comment il gère ses émotions, c'est mieux qu'une leçon, c'est mieux qu'une morale que vous allez faire ou c'est mieux qu'un guide d'utilisation que vous allez lui déployer comme ça et lui montrer. Il vous voit en train de le vivre et vous voit l'incarner. Il n'y a pas mieux que l'incarnation, oui. Philippe. En tout cas, Faiza, pour quelqu'un qui manque de confiance, vous nous avez appelé ce matin. Absolument. Et vous avez témoigné. Merci. Alors, merci de votre confiance, Faiza. Je vous en prie, mais je suis en train de me corriger petit à petit. Et j'ai beaucoup évalué depuis le temps. Et justement, c'est vrai ce qu'elle disait, la dame. Il faut pas qu'on cache qu'on a peur. Il faut pas qu'on cache qu'on a manque de confiance en nous. Ça sert à rien de dire aux enfants, je montre le bon exemple parce qu'il faut leur montrer la vraie vie. Et la vraie vie, on a peur, on pleure. On n'est pas bien, on est bien, on est à des moments on est très très bien, d'autres on n'a pas envie de parler à Faiza, voilà. Et là, on va être en retard. En tout cas, on vous fait un gros bisou. Merci beaucoup, de votre confiance, Faiza. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous retrouve carrément mercredi prochain. Absolument. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.